Ce soir, nous recevons le député Sébastien Nadeau qui nous entretiendra au sujet de Amadou Vamolke, donc un ouvrage Lettres à la France depuis Kodengui, un ouvrage en soutien aux journalistes, aux brillants journalistes camerounais et ancien directeur de la Cameroun Radio-Télévision, CRTV, détenu depuis 2016 maintenant. Donc, ce sera également l'occasion d'échanger sur son plaidoyer contre les violences, contre les violations des droits de l'homme. Donc, Monsieur Nadeau, vous êtes député de Haute-Garonne depuis 2017. Pour ceux qui ne sont pas français, qui ne connaissent pas la France, c'est la région de Toulouse, donc plutôt dans le sud de la France, et membre de la Commission des Affaires étrangères. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, de pamphlets 2.0, spectacles des jouets, sport et courtoisie à la fin du Moyen-Âge. Je rappelle également que vous êtes historien de l'époque médiévale. Donc, auteur de l'ouvrage Amadou Vamolke, Lettres à la France depuis Kodengui, l'ouvrage qui sera au centre de notre conversation, qui est également publié en anglais sous le titre de Cameroun, We All Have to Stop This Comedy. Voilà, c'est un plaisir vraiment de vous recevoir. Je sais que vous êtes très sollicité et très peu disponible. Nous allons essayer d'être bref. Donc, pour cette conversation qui durera environ 1 heure de temps, merci vraiment d'avoir accepté l'invitation, de vous être rendu disponible pour pouvoir échanger avec nous. Donc, la conversation va se dérouler en 2 parties. Donc, une première partie, je poserai quelques questions, une dizaine de minutes. Ensuite, on pourra poursuivre avec l'ensemble des participants de manière conviviale. Toutefois, le système de questions-réponses est ouvert, ainsi que le chat. À n'importe quel moment, les participants peuvent poser des questions que je me permettrai de vous les reposer. Alors, vous êtes député, membre de la Commission des Affaires étrangères. Donc, avant de parler de l'ouvrage à proprement parler, c'est également intéressant pour nous de savoir ce que c'est qu'un député, quel est le rôle du député, quelle est l'action du député dans une assemblée comme celle de la France. Alors d'abord, je pense qu'il y a ce que un petit peu tout le monde sait de l'action d'un député, c'est-à-dire qu'on est présent pour tout ce qui concerne la fabrication de la loi. Ça ne veut pas dire qu'on fait tout, puisque l'essentiel des lois françaises est fabriqué par le gouvernement et les parlementaires, comme je suis, amendent le texte, c'est-à-dire qu'ils y apportent un certain nombre de contributions pour faire évoluer le texte en fonction de ce que eux ressentent, ce que chacun d'entre nous ressent par rapport à notre propre expérience. Et finalement, c'est une tentative pour améliorer le texte qui est présenté par le gouvernement. De temps à autre, il y a un texte de loi entier qui est présenté par des parlementaires, mais c'est relativement rare. Ça, c'est l'action connue. Après, il y a 2 actions qui sont particulièrement moins connues, mais pourtant très importantes, en tout cas quand on a une conception du fonctionnement démocratique des institutions. C'est la fonction d'évaluation des politiques publiques, qu'on connaît moins, et la fonction de contrôle de l'action du gouvernement. Alors l'évaluation d'une politique publique, ça va être d'aller regarder, par exemple, s'il y a assez d'enseignants pour être en face des élèves d'une classe, si on ne manque pas de remplaçants, des choses comme ça. Et puis le contrôle de l'action du gouvernement, c'est vérifier au regard des lois, au regard de la politique annoncée par le gouvernement et au regard des textes fondateurs de nos institutions, à savoir la Constitution française et un certain nombre de textes européens et internationaux,
si le gouvernement respecte bien des engagements qu'il est tenu de respecter. Et là, donc, comme je suis à la commission des affaires étrangères, je suis enclin à me tourner davantage vers l'action du ministre des Affaires étrangères et donc, partie France et tous les autres pays de cette planète. Et c'est dans ce cheminement que je me suis trouvé amené à avoir à poser un regard sur le Cameroun. Oui. Et puis, de là est venu mon intérêt et a été porté à ma connaissance, notamment la situation d'Amadou Vamouké, qui est une situation emblématique de ce qui se passe au Cameroun. Et moi, si je suis intervenu à un certain nombre de reprises concernant la politique au Cameroun, Oui. pour apporter de l'information aux Français sur ce que fait et ne fait pas la France vis-à-vis d'un pays comme le Cameroun. On est censé considérer que les Camerounaises et les Camerounais sont, je dirais, presque un peu plus que des amis de la France. Et c'est vrai que moi, dans la manière dont j'interprète l'action du gouvernement français, c'est pas tout à fait comme ça que je considère que la France agit. Parfois, je trouve qu'elle agit mal, par ses silences, parfois, ce qui est déjà un premier problème, et puis par son inaction, face à des infractions à l'état de droit, à la question des droits de l'homme, sur laquelle il ne s'agit pas d'être dans l'ingérence de la vie politique du Cameroun, mais Oui. par contre, le Cameroun et la France ont un certain nombre d'engagements l'un envers l'autre, ou bien envers la communauté internationale dans son ensemble. Et donc moi, j'ai matière à dire, mais attendez, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la France, vous devez dire au Cameroun qu'il ne respecte pas des engagements dans lesquels on est tous normalement engagés. Alors, il y a à la fois ce qui ressort de la charte de San Francisco au sujet des droits de l'homme, qui est quelque chose qu'on a fêté au 70e anniversaire ou 75e même anniversaire l'année dernière, mais on fait une charte avec des engagements qui sont extrêmement forts concernant l'état de droit dans chacun des pays signataires. Le Cameroun est signataire, la France est signataire, la France est au Conseil de sécurité des Nations Unies, et donc la France devrait dire quand il y a infraction, il y a infraction, et donc réagir en fonction de ça. Et comme il y a du silence de ça, Oui. voilà. Donc en tant que parlementaire, moi je suis axé sur la politique de mon pays, mais ce qui m'amène nécessairement à regarder comment elle agit dans le contexte international et comment elle agit sur des engagements qui sont forts, puisque dans la Constitution française, les premiers mots, c'est dans le préambule, c'est tiré de l'histoire de notre pays et de 1789. Et les premiers mots, c'est le peuple de France proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme. Donc si le ministre fait rien en face de ça, moi, il faut que je le mette en lumière. Il faut que je le dise aux Françaises et aux Français que c'est pas la politique qui est inscrite dans la Constitution qui est menée actuellement vis-à-vis du Cameroun. Oui, parlant de droits de l'homme, et notamment celui de Amadou Vamouké, qui est l'objet de cet ouvrage, c'est une conversation, une relation personnelle pratiquement avec Amadou Vamouké, qui est aujourd'hui détenu depuis 2016, juillet 2016. Quelle est sa situation à ce jour de Amadou Vamouké? Écoutez, sa situation, elle ne fait qu'empirer, puisque quand j'ai écrit le livre, j'étais profondément scandalisé par le fait qu'il en était à une trentaine de comparutions devant un tribunal qui en fait n'en est pas un. Il en est aujourd'hui à 56 comparutions
Et la plupart du temps, donc il se rend au tribunal et les magistrats lui expliquent que les pièces de l'accusation ne sont pas là, qu'il y a un numéro de dossier qui manque, et donc il faudra revenir. Bref, il est dans une situation où il n'a pas droit à un procès juste et équitable. Il Oui. est emprisonné alors que la loi camerounaise, dans son cas de figure, explique qu'il doit se rendre disponible auprès de la justice, mais en aucun cas qu'il doit être en prison. C'est la loi camerounaise, c'est pas la mienne, c'est pas une invention Alors, extérieure. je Donc, rappelle que, oui, pour plein de raisons, il est victime d'une injustice totale et d'une injustice systémique et qui va complètement à l'encontre des principes élémentaires relatifs aux droits de l'homme. alors, je rappelle que Amadou Vamouké, c'est l'ancien directeur général de la Cameroun Radio-Télévision, CRTV. Il est détenu à la prison centrale de Kodengui depuis le 29 juillet 2016 et il est accusé de détournement de fonds publics dans un procès qu'aujourd'hui considéré comme un procès à caractère politique, une instrumentalisation de la politique. Euh, alors, dans ce procès-là, quelle est l'action que vous menez? C'est un plaidoyer pour sa libération. Quelle est l'action que vous menez concrètement? Ben, il y a plusieurs aspects. D'abord, moi j'ai eu des nombreux échanges avec lui pour comprendre la situation du Cameroun de manière globale. Et au fil des échanges, certes, il me demandait rien, mais quand même, je me suis dit, c'est pas possible de laisser quelqu'un comme ça, d'abord de cette grande qualité intellectuelle, et puis de se dire, ben, il est face à une profonde injustice, à un système qui est devenu complètement aveugle et qui fonctionne plus du tout. Donc mon action, ça a été d'abord de porter auprès de mon gouvernement le sujet en demandant que quelque chose soit fait parce que mon gouvernement dit qu'il fait beaucoup de choses pour la liberté de la presse, pour les reporters à l'étranger, et il y a effectivement des choses qui sont faites. Donc moi, je m'attendais de manière assez simple à ce que il y ait juste ce à quoi il a droit, c'est-à-dire à avoir un procès, mais tout en étant en liberté. C'est quelqu'un qui a passé 70 ans. C'est quelqu'un qui est atteint d'une maladie neurologique qui aurait besoin de soins quand même assez importants et qui est dans la douleur faute de médicaments appropriés. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à charge contre ceux qui le détiennent. Et passer le premier stade d'échange avec mon gouvernement, comme rien ne se passait, je me suis dit on va quand même essayer de le mettre en lumière. Et d'où l'objet de cet ouvrage, qui est peut-être pas l'ouvrage le mieux écrit, parce que finalement, c'est essentiellement des échanges qu'on a eus. Certains échanges sont des échanges, je dirais, au bout des pouces, un SMS que j'ai remis en forme dans un passage pour essayer d'expliquer un petit peu la situation mentale parfois d'Amadou. Euh, et donc, ça a été de porter à la connaissance. Alors, ça a eu un intérêt, c'est que notamment Reporters sans frontières a bien perçu qu'il y avait une situation totalement injuste le concernant et que ça a permis de porter auprès du groupe sur les détentions arbitraires des Nations Unies le dossier d'Amadou Vamoulké. Bon, c'est pas le premier Camerounais qui est en ce moment au fond d'une prison et dont le dossier est porté auprès du groupe de la détention arbitraire des Nations Unies. Il y a eu un dossier qui a été instruit par ce groupe, qui est un groupe neutre, c'est pas un groupe qui est à charge, mais qui instruit. Et donc, les conclusions après plusieurs mois de travaux, c'est de demander au gouvernement du Cameroun de libérer immédiatement Amadou Vamouké pour plusieurs motifs. Il est détenu de manière totalement arbitraire et j'ajouterais que même par-delà ça,
sa situation de santé, et là on est encore sur un autre domaine du droit international, ça s'appelle les Mandela Rules. C'est des règles par rapport aux prisonniers, et notamment là, un cas de figure de prisonnier politique, où ben, on ne fait pas n'importe quoi, on n'enferme pas quelqu'un, on ne le prive pas de soins, etc. Donc, il y a une accumulation, dès qu'on regarde le domaine du droit, on Oui. s'aperçoit que c'est totalement arbitraire et que c'est contraire à toute espèce d'humanité que de le maintenir en prison. Donc, Alors, aujourd'hui, Monsieur Nadeau, qu'est-ce qui empêche sa liberté provisoire? Qu'est-ce qui bloque? Quels sont les éléments qui sont à votre connaissance qui bloquent sa liberté provisoire? les éléments qui bloquent, c'est d'abord un système politico-judiciaire qui est devenu complètement fou. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune raison dans le système. Donc il y a un problème vraiment qui est extrêmement fort et que on est dans une situation au Cameroun d'immobilisme absolu puisque en gros il y a une espèce de guerre de succession dans les coulisses du pouvoir pour prendre la suite de Paul Biya qui a quand même un âge qui invite à penser que le plus tôt il part et le mieux c'est pour le pays. J'ai tout le respect qu'on doit à quelqu'un qui a 88 ans, mais je ne crois pas que quand on a 88 ans, on puisse gérer le destin d'un pays comme le Cameroun dans le moment qu'il vit. Donc il y a cette situation extrêmement figée du pouvoir, et malheureusement, c'est une situation figée dans une situation ubuesque. Et donc, je dirais, Amadou Vamouké paie les frais, euh, probablement pas tant maintenant de volonté de lui nuire à lui personnellement, mais il est dans un système où il n'y a personne qui dit mais quand est-ce qu'on va arrêter les incarcérations arbitraires? Qui va prendre la décision? Qui va oser prendre une décision juste dans un système qui ne l'est plus et qui globalement favorise justement ces gens qui n'ont que faire des questions de justice en réalité. Donc c'est un problème systémique. On Oui. est dans une dictature qui a été une dictature un peu distendue, qu'on considérait un petit peu comme bon, c'est normal, c'est un pays d'Afrique, ça se passe comme ça. Ce qui était une forme de paternalisme, néocolonialisme absolument scandaleuse de considérer comme ça. Mais aujourd'hui, la France notamment, est en train de compter finalement qui dans la succession va avoir le plus de pouvoir et donc on essaie de s'arranger avec lui pour négocier quelques contrats par ailleurs qui viendront peut-être on ne sait quoi. Et en attendant, il y a tout qui dérape au Cameroun. Et donc, c'est cette espèce de situation euh, qu'a très bien décrit Kafka pour certains cas et qu'on retrouve là et qu'on a juste au bout de la main parce que on est au XXIe siècle et on peut pas dire que c'est comme au moment des purges de Staline où les gens ils étaient mis loin de tout, loin de toute information. Là, tout le monde sait, tout le monde sait. Comment, Donc, comment un ministre français qui sait tout ça va faire le fanfaron aux endroits où il a envie d'aller au Cameroun et en disant que tout va bien au Cameroun quand il revient en France. Donc moi, c'est vrai que c'est une dénonciation de tout ça que je trouve absolument horrible comme situation. outre la situation de Monsieur Vamolke, donc vous prenez très ouvertement la défense des droits humains en ce qui concerne notamment une partie de la population du Cameroun, les anglophones, qui sont aujourd'hui, donc depuis 2016, victimes d'une violence, de la tyrannie du régime de Paul Biya. D'ailleurs, désormais accusés de génocide sur cette partie de la population camerounaise.
Alors, quelle est votre action dans cette direction-là? Pousser le gouvernement français à participer à l'ouverture d'une enquête à l'international. Quelle est votre action en faveur des droits de l'homme dans les régions anglophones du Cameroun? Ben, ce qui m'est d'abord venu à l'esprit, c'est d'essayer de me forger mon opinion. Et donc, j'ai eu de nombreux échanges avec des anglophones qui vivent quotidiennement dans la région. Et puis, j'ai également eu des échanges avec un certain nombre de leaders de groupes qui sont rentrés dans une forme de lutte contre le pouvoir central du palais Etoudi, hein, soyons très clairs. Il va de soi que moi je suis dans une condamnation sans aucune acceptation de toute forme de violence pour régler un conflit. Mais ce qu'on voit, c'est que des populations très nombreuses du Cameroun anglophone subissent de manière très violente et en différents lieux cette situation politique qui consiste à écraser toute forme de différence et à ne pas vouloir dialoguer avec des gens qui revendiquent de pouvoir vivre leurs différences. Les revendications des enseignants et des avocats en 2016 avaient quand même rien d'exceptionnel et méritaient certainement pas on va dire, de fourbir les armes et puis de monter dans un conflit avec tant de violence. Donc, il y avait un dialogue qui n'a pas été mis en place au moment. Ça a été une première erreur. Mais la deuxième erreur, c'est que en 2018, Paul Biya, qui est bien trop vieux pour continuer à assumer un mandat correctement, est à nouveau candidat à la présidence de la République. Il est élu sans qu'on sache si c'est vraiment le fruit d'un scrutin et d'un vrai résultat populaire ou bien si c'est un arrangement et on le saura peut-être jamais, mais enfin, toujours est-il que derrière ça, en aucun cas, il organise réellement les conditions d'un dialogue serein avec la partie anglophone. Et le résultat, c'est qu'on a des déplacements de population. Le résultat, c'est qu'on a quand même une année 2020 qui a été rythmée par des massacres d'une atrocité sans nom. Et moi, ce que je regarde, c'est que quand on est chef d'État et qu'on l'est depuis 1982, sachant que pendant une dizaine d'années avant 1982, on a été quasiment au premier poste du pouvoir dans ce pays, tirer sa révérence sur... alors vous avez parlé de génocide, je ne sais pas si on peut le caractériser comme tel, parce qu'il y a une définition assez précise, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des crimes qui sont commis. Comme on est dans une forme de guerre civile, ce sera peut-être caractérisé comme des crimes de guerre, et puis ça peut devenir des crimes contre l'humanité, parce qu'à un moment donné, quand on voit ces massacres, le niveau de violence et puis la préparation de ces massacres, qui, semble-t-il, ont été préparés d'assez haut dans l'organisation politique du pays, eh bien, c'est vrai que une réaction du président Paul Biya, s'il a encore un petit peu d'humanité, serait maintenant plus que la bienvenue. Elle est archi nécessaire. Enfin, quel héritage va-t-il laisser de son passage dans ce pays? Qu'est-ce qui va rester de lui? C'est quand même ce qu'il est en train de laisser faire. S'il ne le provoque, en tout cas, il le laisse faire. Et outre le président Paul Biya, qui aujourd'hui a quand même un soutien qui est fort, qui est aussi bien un soutien politique au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est le soutien de la France, et également un soutien financier qui est aussi, entre autres, un soutien de grandes entreprises françaises, notamment de banques. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas une action du gouvernement français qui puisse faire en sorte que cette situation va vers une résolution de crise? Moi, je considère que la France n'est pas au rendez-vous hein, dans cette histoire.
Elle a déjà raté le coche dans les mois qui ont précédé l'élection présidentielle de 2018. C'est-à-dire que il fallait des signaux, et habituellement la France les donnait, les signaux, donc il fallait des signaux pour dire que c'était plus l'heure pour Paul Biya d'être à nouveau candidat. C'est pas interférer dans les élections que de signifier à quelqu'un que on changera le modèle du partenariat s'il n'y a pas un renouveau démocratique dans un pays partenaire, dans un pays ami. Donc il y a eu un premier rendez-vous manqué. Ensuite, il y a eu un deuxième rendez-vous, et là, moi, je suis extrêmement furieux contre mon gouvernement. C'est le Conseil de sécurité était sous présidence française, le Conseil de sécurité des Nations Unies, au mois de juillet 2020. On avait eu le massacre d'Endiarbu qui avait eu lieu quelques mois plus tôt. Pour pouvoir apporter de l'apaisement par quelque chose d'extrêmement simple comme mécanisme, c'est-à-dire qu'on mène une enquête et on trouve qui sont les responsables, pas seulement les bras du massacre, mais les responsables. Et pour cela, il fallait une enquête menée, initiée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et ça aurait été très précieux parce que c'était un signal, attention, il n'y a pas d'impunité dans ce pays. Si vous allez vers ce genre de massacre, vous serez rattrapé par la justice internationale. Donc il y avait cette enquête à mener sur le terrain. J'ai demandé donc au ministre des Affaires étrangères de la France, puisque c'était présidence française du Conseil de sécurité, de mettre à l'ordre du jour cette question. Et mettre à l'ordre du jour, ça ne voulait pas dire que ça allait être entériné, mais au moins il y avait une discussion pour dire, voilà, compte tenu de la situation, ben, on va envoyer une mission sur place pour faire la lumière sur cette question. La présidence française n'a pas voulu le mettre à l'agenda. Et à partir du moment où les autres personnalités qui peuvent interférer, représentants du bureau de l'Afrique de l'Ouest aux Nations Unies, trouvent que finalement il y a des massacres ailleurs, alors c'est pas la peine de s'occuper de cela. Et bien voilà, on est dans une situation où ben, les choses ne font qu'empirer. Depuis, il y a eu d'autres massacres. Ces massacres, après l'été, ces massacres qui ont eu lieu, moi, j'y vois pas une responsabilité française directe, mais il n'empêche que s'il y avait eu une mission d'information sur le terrain mandatée par les Nations Unies dans l'été, on n'aurait pas eu les massacres récents qu'il y a eu, parce qu'il y aurait eu beaucoup plus de timidité à se lancer dans ce genre d'aventure complètement folle. Donc aujourd'hui, moi, je vois dans l'inaction de la France ou le silence, et le silence, enfin, j'ai posé une question au ministre des Affaires étrangères il y a moins de 10 jours sur mon interrogation, comment se fait-il qu'on soutient sans faille une dictature qui laisse se déployer les massacres sans rien dire, sans rien faire, sans même une déclaration de solidarité vis-à-vis des populations qui sont victimes. Et on me répond que quand je dis ça, je suis contre la France. Ça a été la réponse du ministre dans l'hémicycle. Donc pour moi, il y a un déni français qui est extrêmement grave, qui a des conséquences mortelles. Et donc, moi, se pose maintenant la question de la complicité. Parce que tant que c'était une affaire où on avançait avec un certain nombre d'incertitudes, à partir du moment où un parlementaire comme moi, et puis d'autres à l'étranger, parce que c'est l'autre aspect de mon travail, c'est que je travaille maintenant avec des parlementaires britanniques, allemands, suisses, et puis les sénateurs américains qui sont à l'origine d'une résolution qui dit, bah, on va dire plus diplomatiquement ce que je viens de vous dire sur le rôle de la France au Cameroun. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de
d'ouvrir la conversation aux participants pour qu'ils puissent soit poser des questions ou intervenir directement. Donc, je veux, en le temps que j'ouvre la conversation, je prends la première question de Françoise. Donc, voilà Françoise qui nous dit, Macron est à Toulouse demain. Y a-t-il des combattants disponibles pour porter des questions sur le Cameroun? Alors, le complément de la question, c'est, êtes-vous, Monsieur Nadeau, disponible demain pour porter la voix du Cameroun? Alors, je suis disponible pour porter de la voix du Cameroun quand on peut la porter. Demain, le président Macron va sur un site qui est un site secret défense. Moi, je suis même pas convié. Ce qui peut s'entendre parce que il y a des endroits effectivement où les parlementaires, leurs limites s'arrêtent. Donc je dirais c'est pas nécessairement le lieu. En revanche, moi je vois des temporalités qui sont extrêmement intéressantes à investir. Notamment, on va avoir un sommet France-Afrique à Montpellier au début du mois de juillet. Et là, effectivement, je donne rendez-vous parce qu'on sera effectivement sur le sujet. Et comme moi, j'ai entendu qu'on allait nous raconter plein de choses de tout le bien que fait la France en Afrique actuellement à cette occasion. Bah, j'invite et je donne rendez-vous, mais pas seulement aux Camerounais, hein, parce que cette situation au Cameroun qui est à son paroxysme, on retrouve des choses assez similaires, avec à chaque fois des spécificités, mais on retrouve des choses assez similaires. Quand on parle, j'étais tout à l'heure dans une discussion sur le Congo-Brazzaville, le rôle de la France au Congo-Brazzaville n'est pas extraordinaire. Quand on regarde en Centrafrique, le rôle de la France n'est pas extraordinaire. Quand on regarde au Tchad, au Niger, le rôle de la France n'est pas extraordinaire. Si on se place du point de vue des populations, si on se place du point de vue de la relation du chef de l'État au dictateur en place, là, effectivement, on aborde autre chose. Donc, effectivement, Emmanuel Macron, il est à Toulouse demain, mais il est sur un sujet totalement différent. Et je ne suis pas sûr que le mélange des genres soit très porteur. Souvenez-vous, au Salon de l'Agriculture, Calibri Calibro, c'est son surnom, donc je le reprends. J'ai eu des échanges avec lui d'ailleurs depuis. Euh, Avait interpellé le président Emmanuel Macron. Son interpellation était pertinente, hein. Il disait ce qu'il avait à dire sur la situation des droits humains au Cameroun. La réaction du président Macron, moi que j'avais considérée comme intéressante, parce qu'elle était assez spontanée, mais dans le même temps, je ne suis pas sûr qu'elle ait eu un impact très intéressant finalement côté Cameroun et côté gouvernement du Cameroun. C'est-à-dire que sa réaction spontanée, ça a été de dire vous allez voir, je vais lui téléphoner au président pour lui dire qu'il ne faut pas faire comme ça. Et là, de but en blanc, ce sentiment d'ingérence dont on n'arrive pas à se sortir, il revenait un petit peu comme je vais l'appeler comme j'appelle mes ministres pour leur pousser une soufflante dans les oreilles. Donc, demain, moi, je ne suis pas en plus à Toulouse parce que le président Macron, c'est pas toujours mon agenda, pour pas dire plus. Moi, il se trouve que pour des questions d'état de droit en Catalogne, je serai en Catalogne demain. Mais véritablement, il y a des rendez-vous, il y a des temporalités sur lesquelles moi j'appelle à beaucoup de vigilance de la diaspora en France, des gens tout simplement qui s'inquiètent de cette situation, d'une politique française qui est quand même très arriérée quand on regarde ce qu'elle produit vis-à-vis du continent africain et particulièrement vis-à-vis du Cameroun. Et donc moi je verrais, alors c'est vrai que ça peut paraître un petit peu loin dans le temps, mais cette temporalité du sommet France-Afrique, et moi je prends rendez-vous, hein, je prends date, hein, j'y serai. Si je ne suis pas invité à l'intérieur, je serai à l'extérieur, mais j'y serai. Merci. Alors, Marie-Lou avait levé la main. Je ne sais pas, il ou elle souhaite prendre la parole. Donc, Marie-Lou.
Bien. Alors, on va poursuivre avec d'autres questions aujourd'hui. Concernant, vous nous avez parlé de votre action. Est-ce que à l'Assemblée, vous avez dit, il y a des parlementaires qui s'inscrivent dans la même démarche que vous? Oui, alors le travail a été difficile à amorcer. D'abord parce que quand on parle à des parlementaires de la majorité, ils considèrent qu'ils doivent allégeance au ministre des Affaires étrangères. Donc ça enlève quand même pas mal de parlementaires. Et donc ça a été un petit peu difficile à initier. Maintenant, moi, je suis dans un groupe qui s'appelle Liberté et Territoire. Dans ce groupe, on est plusieurs vraiment à travailler. Alors, vous savez, avant que le travail devienne visible, il y a un travail de fond à mettre en place parce que ce sont vraiment des affaires sérieuses et on doit toujours faire attention dans la manière dont on aborde les choses, particulièrement vis-à-vis de pays qui ont été dans le périmètre des anciennes colonies de la France. Alors, je fais attention parce que j'ai déjà été rappelé à l'ordre où on m'a bien expliqué que le Cameroun n'était pas une colonie française, mais était sous mandat et que c'était pas la même chose. Mais y a toujours une vigilance à avoir parce qu'effectivement, le risque, c'est de revenir dans cette situation où on parlerait et on aurait des intentions politiques qui seraient pas normales dans deux pays égaux qui échangent et qui discutent entre eux. Et c'est un des principaux combats qui me semble nécessaire de mener, c'est que quand on parle la France avec un pays africain, quel qu'il soit, on doit parler d'égal à égal. Et ce n'est pas encore quelque chose qu'a infiltré le périmètre des politiciens français. On en est loin. Donc on est quelques-uns. Il y a une dynamique plus collective qui s'installe vraiment depuis le début de l'année. Donc on va pouvoir mener un certain nombre d'actions plus fortes parce que plus collectives, au moins à l'Assemblée nationale. Le Sénat est un peu plus crispé sur ces questions, mais on peut trouver aussi quelques personnes qui quand même regardent avec beaucoup d'inquiétude ce qui se passe au Cameroun actuellement. Ok, question ou intervention de Marie-Lou, à vous la parole. Oui, bonjour. Je suis entrée dans un Zoom et j'ai pas su que j'étais en direct. Je vois arrête, je me dis c'est une rediffusion ou c'est une première. Eh ben, si je suis en direct, alors ça me ferait plaisir de saluer déjà Monsieur Nadeau et le remercier déjà pour tout le lobbying qu'il fait pour la cause du Cameroun. Et je fais partie du mouvement des femmes, les femmes indignées TANAP, et j'aimerais bien me joindre sur l'organisation que peut-être Monsieur Nadeau compte le faire pour Montpellier. S'il y a des actions, est-ce qu'il pourrait nous insérer dans cette action, s'il vous plaît? C'est noté. Là, je vais être très simple dans la réponse, c'est sans vouloir faire de publicité, mais je suis un représentant de la nation et j'ai une adresse mail qui est publique, sébastien.nadeau@assemblée-nationale.fr. C'est mon adresse de parlementaire et donc vous m'envoyez un message à cette adresse et on reviendra vers vous pour voir comment on peut interagir et effectivement construire des dynamiques que je souhaite toujours positives en dépit de mon agacement à certains moments et à certains endroits. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, est-ce qu'il y avait une autre prise de parole? Donc, alors, Monsieur Nadon, on voit que au fur et à mesure, vous étendez votre sphère d'intervention en tant que membre de la Commission des Affaires étrangères, notamment vous avez parlé du Congo, je crois, tout à l'heure, ou du Togo. Alors,
qu'est-ce qui motive cette dynamique-là? Pensez-vous que c'est une action collective de plusieurs pays qui peuvent faire changer les tendances en termes de violation des droits humains? Écoutez, mon action actuelle s'inscrit dans une analyse de la situation, laquelle me conduit à penser que les peuples africains des différents pays ne doivent pas trop attendre des pays occidentaux et de leurs fameux slogans sur les droits de l'homme. Ça peut paraître un petit peu dur comme analyse, mais c'est la pratique qui m'invite à penser comme cela. Et donc, ça pose problème, puisque comment se sortir d'une dictature quand on est dans l'opposition et que c'est l'autre qui est armé jusqu'aux dents et puis qui massacre, et qu'on veut, la plupart du temps, amener un processus démocratique, pacifique, etc. Donc, on est dans une situation extrêmement déséquilibrée et dont on voit mal comment s'en sortir seul. Donc, une idée a germé au fur et à mesure de mon analyse pays par pays, c'est que on se retrouve dans un moment où les populations civiles ont une maturité dans les pays africains qui est tout à fait satisfaisante pour parfaitement savoir ce qu'est un processus démocratique et ce qui ne l'est pas. Et on regarde les 10 derniers scrutins électoraux des élections présidentielles dans les pays de la région, que ce soit, si on remonte jusqu'au Gabon, la République démocratique du Congo, avec le Cameroun quelques temps avant, on a eu d'autres épisodes. On arrive jusqu'au Togo où on commence à aller au summum de l'élection truquée, où en fait il s'agit juste d'un énième coup d'État militaire au moment des élections. Et on s'aperçoit finalement qu'on a une société civile qui a la maturité démocratique, on a des élites intellectuelles, professionnelles dans les pays et à travers les diasporas qui permet de n'avoir besoin de personne pour organiser le pays. Personne, pas besoin d'entités étrangères, etc., qui interfèrent sans arrêt, comme c'est le cas actuellement. Et on a finalement des espèces de dictatures qui habillent un processus démocratique, mais en fait un processus mort. Et donc, pour faire face à ça, il y avait deux possibilités. Soit les Occidentaux arrêtaient leur appui aux dictatures, et ils ne le font pas. Soit il y a un rapport de force qui se construit dans chaque pays qui évolue. Et pour que ce rapport de force évolue, je vous le disais, une opposition démocratique seule dans un pays, elle a beaucoup de mal. En revanche, si on agrège les oppositions démocratiques des différents pays et qu'à chaque fois qu'il y a une élection, l'ensemble des pays qui sont mis d'accord sur les principes démocratiques qu'ils veulent à chaque fois entériner, on revient sur un rapport de force qui va poser beaucoup plus de problèmes, et poser beaucoup plus de problèmes et aux dirigeants occidentaux et aux dictateurs en place. Donc ma stratégie, elle est de construire dans chaque pays qui vient de vivre un épisode catastrophique ou qui va le vivre, parce que là, moi, je suis ébahi qu'on arrive à cette élection au Congo-Brazzaville dans les conditions où on y arrive. L'élection, elle est le 21. Alors, il y a un bout pour les militaires le 17. Les militaires votent le 17 mars et le reste de la population le 21. Alors, on fait voter les militaires le 17 mars, comme ça, le 21, si ça ne se passe pas bien, il y a les militaires qui règlent le problème et ils ne sont pas occupés à aller voter. C'est incroyable cette situation. On a le Bénin où il va y avoir des élections, le principal opposant obligé de partir en exil, et on a une opposante, elle était ministre de la Justice et tenez-vous bien, elle est emprisonnée, accusée de quoi? De terrorisme. Non, mais franchement, c'est pas sérieux. C'est-à-dire que ça devient des tyrannies, mais complètement folles. Donc, pour moi, il y a une logique à construire
de solidarité des oppositions démocratiques maintenant, mais avec des engagements. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'engagement, il y a le risque à nouveau de dérapage ensuite, etc. Mais c'est quelque chose qui nécessite pas mal de travail et qui est compliqué à installer. Moi, j'ai fait le constat que des opposants politiques du Cameroun n'avaient pas du tout de contact avec d'autres qui étaient typiquement au Congo, en RDC, en Guinée, alors que les populations ont ces contacts entre elles, mais les oppositions démocratiques n'étaient pas suffisamment structurées. Alors il y a eu des amorces autour de la Côte d'Ivoire, par exemple, où il y a eu plusieurs pays qui ont essayé de construire quelque chose. Je dirais une première tentative. Je pense qu'il faut aller sur ce chemin parce que il faut bien comprendre que la situation aujourd'hui, c'est qu'il y a l'Union africaine. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi on ne s'en remet pas à l'Union africaine? Mais parce que l'Union africaine, elle a été construite par les Occidentaux et que le résultat aujourd'hui, c'est que c'est un club de dictateurs qui se renvoient l'ascenseur et qui s'arrangent. Et au final, l'Union africaine, pour l'instant, elle est désincarnée, elle n'est pas en face des populations africaines, elle est en face d'un club très fermé, d'une élite politico-financière très fermée. On peut également envisager, je disais, on peut également envisager cette solidarité que vous souhaitez, solidarité des oppositions démocratiques en Afrique. On peut envisager cette solidarité à l'international, notamment au sein du Conseil de sécurité, au sein des Nations Unies, envisager cette solidarité des membres permanents vis-à-vis des pays qui bafouent les droits de l'homme. Est-ce qu'on ne peut pas envisager cette dynamique-là aussi? Ben non, si on pouvait, ce serait pas la peine de s'énerver par ailleurs. La réalité, c'est que non. La réalité, c'est que vous avez en ce moment en Éthiopie le Premier ministre qui laisse déraper vers des crimes de guerre qui seront certainement classés crimes contre l'humanité, et que quand le Conseil de sécurité se réunit pour dire il faut faire quelque chose, il faut intervenir, il faut mettre en place une mission, etc., on se retrouve avec un veto de la Russie et de la Chine, cette fois pour dire non, nous on veut pas. Voilà. Et puis, quand ça va être les intérêts autres, je vous ai parlé de la situation du Cameroun où il fallait déployer une mission pour voir une mission d'enquête, d'investigation suite au massacre d'Erin Garbu. Ben là, c'est la France qui a bloqué. Donc, on se retrouve avec ces Nations Unies-là servent les puissances, mais pour asseoir un projet qui n'est pas celui des droits de l'homme, qui est l'intérêt du pays, il est travaillé aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, et donc on a besoin de construire d'autres identités que celles actuellement des Nations Unies, qui manifestement n'arrivent pas à trouver un chemin pour se réformer et pour mettre en place une structure avec beaucoup plus de garanties sur des choix universaux et qui préservent la question des droits de l'homme. Donc non, moi j'ai pas, actuellement malheureusement, j'ai pas confiance dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous parlez d'intérêt, notamment pour le cas de la France. Vous dites dans l'ouvrage Amadou Vamouké, Lettre à la France depuis Kodengui, vous dites en dehors de l'Hexagone, ce sont bien davantage ces entreprises que la voix de l'État qui représente la France. Donc, c'est plutôt les entreprises françaises qui représentent la voix de la France que l'État à l'étranger, en dehors de l'Hexagone. Comment ça se manifeste? Puisque Écoutez, a quand même une certaine puissance. Là, j'ai une réponse dans l'actualité qui est extrêmement simple. Il y a 2 semaines, dans une procédure judiciaire qui est relativement nouvelle dans sa forme, qui est un peu inspirée de ce qui se fait aux États-Unis, qu'on appelle le plaidé coupable. Eh bien, dans le plaidé coupable, figurez-vous que Vincent Bolloré a plaidé coupable il y a 2 semaines en disant « Je reconnais que j'ai usé de corruption vis-à-vis de l'État togolais et vis-à-vis de l'État guinéen.
Et je reconnais que que j'ai interféré dans l'élection présidentielle dans ces deux pays. Donc il l'a reconnu. Il a re- la justice française a d'ailleurs pas accepté finalement d'en rester au plaidé coupable et dit non, bah, il faut un procès plus sérieux que ça parce que c'est complètement hallucinant. Et la justice dit déjà ces mots à la suite de cette première phase de procès que l'action de Vincent Bolloré et puis de ses filiales, notamment Havas, qui est une agence de communication, a attaqué l'intégrité, la souveraineté d'un pays comme le Togo. Donc je crois que la réponse, elle est là. C'est à partir de ce moment-là, comment se fait-il qu'on continue à porter avec des finances publiques françaises, avec ce qu'il y a dans les poches des gens en France, et ils n'ont pas tant que ça d'argent en ce moment dans les poches, les Français, euh, on, on promeut une entreprise comme Vincent Bolloré partout en Afrique, un petit peu en Asie, un petit peu en Amérique du Sud, et on continue à le faire aujourd'hui. Après ce qui a été dit, et c'est pas une invention de journaliste, parce que M. Bolloré est très procédurier, dès qu'on dit quelque chose contre lui, il attaque en justice. Ben là, il se trouve que c'est lui qui a dit, qui a reconnu devant le tribunal les faits de corruption dont il était accusé, et qui dit oui, oui, j'ai bien entamé la souveraineté d'un pays comme le Togo. Et bien derrière, la voix française, là pour le coup, la politique devrait intervenir. Elle n'intervient pas. Donc qu'est-ce qui reste comme trace de l'action de la France dans un pays comme le Togo? Quand on est togolais, on se dit mais attendez, Bolloré, il est venu nous faire les poches, il est venu nous maintenir un dictateur en place, et c'est ça la France. Donc on a un problème. Si le politique, si le ministère, si le président de la République dit pas, ben non, c'est pas ça la France, et il y a une réparation à faire. Parce que là, dans cette histoire, ce qui est quand même extraordinaire vis-à-vis du Togo, c'est que l'entreprise Bolloré va payer une amende. Même ça doit être fait, puisqu'ils avaient 10 jours pour la régler, de plusieurs millions d'euros. C'est très bien qu'ils payent une amende. Mais ces plusieurs millions d'euros d'amende, ils vont où? Ils vont dans les caisses de l'État français, et qui va réutiliser éventuellement cet argent pour financer un projet de Bolloré juste à côté. C'est dans les caisses de l'État togolais que ça devrait aller. C'est la souveraineté du Togo qu'on a attaqué à travers une entreprise française qu'on a portée, dont le ministre des Affaires étrangères, il faut quand même avoir pour mémoire qu'en 2019, M. Le Drian est allé au Cameroun et qu'il a fait changer une décision de Paul Biya dans la journée même où il y est allé, concernant la concession du port de Douala. Enfin, moi, je ne sais pas, mais Vincent Bolloré était sorti du marché, il ne pouvait plus y accéder. Jean-Yves Le Drian passe par le Palais Etoudi le soir même. Ça y est, on recommence à zéro et Vincent Bolloré peut prétendre au marché. Il y a quand même un truc qui est hallucinant, qui est à la vue de tous. Et moi, le fait qu'on continue comme ça en France et qu'on dise rien, c'est scandaleux. Mais c'est scandaleux, attendez, vis-à-vis des Camerounais, mais c'est scandaleux vis-à-vis des poches des Français. On leur vide les poches pour faire ce genre de choses. Moi je suis effondré de voir ce système, qui est un système France-Afrique rénové, au goût du jour, tout ce qu'on veut, mais on en reste pour l'instant à ce système-là. Merci, merci beaucoup pour ces explications. Alors, pour revenir à l'objet de la conversation, nous parlons ce soir avec le député Sébastien Nadeau de Amadou Vamolke, Lettres à la France depuis Konengi, qui est un ouvrage en soutien aux journalistes camerounais, ancien directeur de la Cameroun Radio-Télévision, de la chaîne télévision publique, aujourd'hui détenu à la prison centrale de Konengi, à Yaoundé depuis le 29 juillet 2016. Il est notamment accusé de détournement de fonds publics dans un procès où la justice est instrumentalisée à des fins politiques. Donc, merci, Monsieur Nadeau. Notre conversation tire à sa fin. Je sais que vous avez une contrainte de temps, donc
nous arrivons à la limite de notre heure de conversation. Je ne sais pas si parmi les participants, si vous avez des questions, c'est l'occasion ou des observations, c'est l'occasion de les poser. Sinon, je vous propose de clore la conversation. Je vous laisse la parole, Monsieur Nadeau. Mais pour revenir sur le contenu du livre, il y a une chose qu'on n'a pas suffisamment évoquée, c'est que ce sont des lettres à la France. Alors moi, je me suis occupé de rédiger ce livre, mais c'est à partir de propos qui sont absolument fabuleux que j'ai eu de la part d'Amadou Mamouké, avec une première chose qui m'est venue à l'esprit très vite, c'est que je me suis dit, comment caractérise-t-on un pays qui met en prison les gens brillants intellectuellement? Bon, c'est une question que je vous laisse ouverte et à réfléchir, mais c'est quand même une sacrée interrogation. Amadou Vamoulké étant pas le seul Camerounais avec toute sa richesse, son acceptation de la diversité, de maîtrise je ne sais pas s'il maîtrise 5 ou 6 langues différentes, bref, quelqu'un qui est vraiment d'une très grande culture. Il est au fond d'une prison et il a pas mal de semblables qui sont au fond de la même prison ou d'une autre, pas très loin. Donc ça, c'est une première interrogation. Puis la deuxième, c'est que Amadou Vamoulké, il a 70 ans, il a cette expérience finalement parce qu'il est féru d'histoire, qu'il connaît bien l'histoire du Cameroun, qui m'a révélé des parties de l'histoire du Cameroun que moi je ne connaissais pas et que j'ai découvert avec stupeur. Et avec stupeur, quand on voit à quel point la France peut être violente dans la période de post-décolonisation. Et, et moi, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est qu'en dépit de tout, l'homme, il est au fond de sa prison. Ça fait plusieurs années qu'il est au fond de sa prison. La France, on ne peut pas dire qu'elle ait été à la hauteur et qu'il pourrait avoir un raisonnement extrêmement empreint d'agressivité, de haine, de ressentiment. Et c'est pas ça. Et c'est là où je me dis, il y a quelque chose de très grand au Cameroun qu'il faut réussir à faire vivre, c'est cette capacité à prendre la vie comme elle vient, à résister, mais à refuser parfois quand même de passer par n'importe quelle voie pour arriver à ses fins. Et donc cette espèce de grand philosophe du moment, de par la manière dont il vit sa détention et qui pose ce regard sur la relation entre la France et l'Afrique, bah, c'est vrai que voir des grands bonhommes, et moi j'ai eu la chance de pouvoir échanger pas mal, et puis on a eu un échange il y a 3 jours, bref, on échange beaucoup par mail et SMS. Ah ben, je me dis que l'humanité n'est pas perdue, parce qu'il y a des gens encore comme ça, qui en dépit de tout, ont une force intérieure qui est extrêmement intéressante. Amadou Vamoulké, il en est parfaitement conscient, il a fait partie d'une certaine manière, à un moment donné, du système. Il était directeur de la radio-télévision publique. Il s'est fait rattraper par le système parce qu'il était trop libre. Voilà ma conclusion, c'est qu'il était trop libre. Et ça ne pouvait pas fonctionner dans un système comme celui-là. Donc voilà, la conclusion, elle est quand même qu'il y a ce je ne sais quoi d'exceptionnel chez Amadou Vamoulké et qu'on retrouve chez d'autres Camerounais, et que donc il y a un moment extrêmement difficile et très douloureux avec cette violence, cette montée de violence. Mais enfin, il y a de telles ressources qu'il y a aussi des bonnes raisons d'espérer. Merci beaucoup, merci pour toute cette précision. Je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Je remercie également toutes celles et ceux qui ont pris de leur temps pour venir écouter, participer également. Donc, les conversations d'Iritisen, c'est un espace d'échange en toute convivialité qui ont été mises en place dans le cadre de Covid, puisque ces conversations avaient lieu avant le Covid dans un espace physique. Donc, l'association Iritisen, c'est une association qui participe à la promotion de la culture de manière générale, avec le soutien des éditions Théam.
Donc, une conversation chaque semaine. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Nadeau, d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. Et je vous souhaite une bonne continuation et une bonne lutte pour la suite. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.